Lorsque l'on s'intéresse au problème du remplacement de l'humain par la machine, on entend toujours des positions tonitruantes. On va tous se faire remplacer, la machine est bien plus puissante que ce que l'on pensait, il nous reste peu de temps, et parfois c'est franchement romanesque. Comme quoi un programme se sera échappé des ordinateurs d'un labo à la pointe mondiale, etc. Ce qui est frappant, c'est que ce discours-là n'est pas tenu que par des huluberlus qui ne cherchent qu'à faire des vues. En réalité, c'est un discours qui est tout à fait répandu, y compris chez les scientifiques de renom, notamment dans la Silicon Valley. Si les scientifiques le disent, c'est que ça doit être vrai. Eh bien, comme toujours, le diable est dans le détail. Dans cette vidéo, je vous propose de voir les raisons qui poussent un bon nombre de scientifiques sérieux à affirmer que la machine pourrait remplacer l'être humain. Vous allez voir que c'est en effet dans la lignée d'une certaine histoire du développement scientifique, mais qu'il y a des nuances qui nous incitent à prendre ces affirmations avec du recul. Si beaucoup de scientifiques pensent et affirment que l'humain va se faire remplacer par la machine, c'est d'abord parce que les progrès en intelligence artificielle sont allés beaucoup plus rapidement que prévu. Les échecs, la reconnaissance d'images, le repli de protéines, la génération de textes, de vidéos, la programmation, les choses sont allées très vite, très vite. Et cette vitesse de développement a pris de court tout le monde, y compris la communauté scientifique. Ça a vraiment fait paniquer les chercheurs, qui ont eu le sentiment d'avoir entre leurs mains la capacité de créer des machines plus intelligentes que l'être humain, et qu'il serait bon pour l'humanité de ralentir fortement la recherche pour que l'on puisse maîtriser ce que l'on est en train de créer. L'idée que l'on serait déjà capable de créer des machines plus intelligentes que l'humain sur tous les domaines vient en particulier d'un principe simple, la leçon amère de Sutton. Richard Sutton est l'une des grandes figures de l'intelligence artificielle, récompensé récemment d'un prix Turing, l'équivalent du prix Nobel en informatique. En 2019, il a écrit un article de blog qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté scientifique. Son article dit ceci: au cours des dernières décennies, on a tout essayé pour essayer de rendre les machines intelligentes. Et il faut se rendre à l'évidence. Sitôt que l'on essaye d'être malin et de dire à la machine quoi faire pour résoudre le problème, ça fonctionne mal. Mais si on donne à la machine de grandes capacités de calcul et beaucoup de données, ça marche beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle la loi de passage à l'échelle. Plus on a de données et de puissance de calcul, et mieux ça marche. Pour simplifier, prenez l'ordinateur le plus gros possible, laissez-le tester le plus de choses possible et donnez-lui autant d'exemples à analyser que possible et la machine va atteindre des performances dingues. Là où c'est un constat amer, c'est que sitôt qu'on essaye d'être malin, de trouver des astuces pour rendre la machine intelligente, ça ne fonctionne pas très bien. Alors que se focaliser uniquement sur la puissance de calcul et les données permet d'égaler les performances de l'humain, voire de les dépasser. Cet article en a fait le constat et ça a servi de référence pour la suite. Tout le monde a cherché à construire des programmes intelligents simplement en ayant de grands modèles mathématiques sur de grands ordinateurs avec de grands volumes de données. Et ça a continué à marcher. La vague de l'IA générative, ChatGPT, les modèles pour programmer, pour synthétiser de la musique, des voix, des vidéos, tout cela repose sur ce principe de passage à l'échelle. Et puisque ça a bien marché, à chaque nouveau problème, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour ce qui nous semble être la dernière barrière, très nette, entre l'humain et la machine, évoluer dans le monde physique? Appliquer la loi de passage à l'échelle devrait fonctionner pour la robotique comme elle a fonctionné dans tant d'autres domaines. Voilà la raison pour laquelle beaucoup d'experts du domaine pensent cela aujourd'hui. Mais il y a aussi des raisons plus inattendues qui poussent les chercheurs à tomber parfois un peu dans le sensationnel. Bon, il faut qu'on parle d'un sujet qui fâche. La manière dont on fait de la recherche scientifique aujourd'hui donne de plus en plus de place à la communication. Si on est dans un laboratoire privé, il faut convaincre des investisseurs du bien fondé de notre projet. Si on est dans un laboratoire public, il faut convaincre des institutions qui peuvent nous octroyer des financements que tel ou tel projet de recherche peut aboutir à des impacts très importants pour la société. C'est d'autant plus le cas avec l'évolution de la recherche vers ce qu'on appelle la recherche par projet, où les scientifiques doivent justement aller chercher des financements pour chaque projet de recherche. Un autre aspect, c'est que tout le monde est aujourd'hui soumis à des contenus de communication très impressionnants, notamment des vidéos sur Internet, et que ces contenus-là influencent jusqu'à la recherche scientifique même. Pour cela, je vais vous raconter une anecdote d'un collègue chercheur qui travaillait beaucoup dans les années 2010 sur la locomotion, donc la manière de se déplacer des robots humanoïdes. Et il me disait,
En général, même dans les bons labos, on a des petites équipes, relativement peu de moyens. Et l'état d'avancement de la recherche était tel que, déjà, pour un robot, faire 3 pas, attraper une poignée de porte et l'ouvrir, c'était énorme. C'était une publication scientifique. Et au même moment, sortaient des vidéos extraordinaires de l'entreprise Boston Dynamics, dans lesquelles on voyait des robots faire des sauts périlleux, des parcours, etc. Et ces vidéos-là rentraient dans la tête des scientifiques eux-mêmes. Même les experts finissaient par se dire les uns aux autres « Comment ça se fait que tu en es encore là, toi ?» Alors que les vidéos produites par Boston Dynamics étaient effectivement très spectaculaires, mais elles correspondaient à un certain contexte de travail. Ils avaient beaucoup de moyens, de grosses équipes qui travaillaient sur le même sujet, et surtout, ils ne disaient pas grand-chose de la manière dont ils faisaient leurs vidéos. Donc, on ne pouvait pas savoir exactement ce qu'ils avaient découvert, comme c'est le cas pour une publication scientifique. Ce qu'on voyait, c'était le résultat visuel. Ces vidéos, ces contenus, ces interviews que l'on trouve sur Internet créent une sorte de spirale qui pousse tout le monde à monter le curseur de la communication un peu plus. Au lieu de présenter le plus froidement possible les faits scientifiques, les chercheurs se trouvent comme obligés de présenter les choses de manière un peu plus spectaculaire, de mettre plus de visuels, d'avoir un titre plus percutant, de faire de belles vidéos, etc. Et donc ça pousse les gens à un peu plus spontanément dire des faits qui vont susciter fortement l'attention, notamment choisir des sujets qui vont aller vers le narratif du remplacement de l'humain par la machine, même si c'est parfois, souvent, un peu exagéré. Une autre raison structurelle qui pousse les scientifiques à tenir des déclarations aussi tonitruantes, c'est qu'il est de plus en plus difficile pour les scientifiques de voir leur travail reconnu. Dans les grands journaux et conférences de renom, le nombre de publications scientifiques soumises est de plus en plus important. Il y a quelques années, il y avait plusieurs centaines, plusieurs milliers d'articles soumis aux grandes conférences d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers d'articles qui sont soumis à chaque fois. Et donc, des dizaines de milliers d'articles que les scientifiques doivent relire par les pairs, autrement dit par les scientifiques eux-mêmes, qui estiment la qualité du travail des autres sous couvert d'anonymat pour éviter les abus. En conséquence, si vous êtes en thèse et que vous envoyez un article dans une grande conférence d'intelligence artificielle, vous vous retrouvez de plus en plus obligé de mener des expériences et de rédiger votre article de la manière la plus attrayante et spectaculaire possible. Et ça amène beaucoup de gens très sérieux à tenir des propos péremptoires sur le remplacement. Bref, vous voyez qu'il y a des raisons structurelles, des raisons qui viennent de la manière dont on mène la recherche scientifique aujourd'hui, qui peuvent pousser des scientifiques très sérieux à affirmer que la machine va remplacer l'humain, même si ces scientifiques n'ont pas la preuve de cela, et ne peuvent souvent même pas définir précisément ce que veut dire remplacer l'humain. Ce serait quoi? Prendre leurs emplois? Devenir agressif? Souvent, cette notion se réfère à un imaginaire fictionnel, à des romans, à des films, sans même que l'on sache très bien de quoi l'on parle. Il y a des scientifiques qui creusent beaucoup ce sujet-là en profondeur, qui cherchent à bien définir les concepts et à en explorer les conséquences philosophiques, éthiques, sociétales. Ces scientifiques peuvent arriver à la conclusion que sur tel ou tel domaine, ou selon telle ou telle définition, l'humain pourrait se faire remplacer par la machine. Mais ces domaines sont encore très récents, et ce ne sont pas ces scientifiques-là que l'on entend le plus sur la question du remplacement. Voilà quelques raisons qui nous invitent à prendre du recul. Lorsque l'on suit de près ce qui se passe dans les laboratoires de pointe en intelligence artificielle, on peut sentir clairement que le vent est en train de tourner. Tous les grands acteurs qui promettaient la fin du cancer en 2027 grâce à l'IA sont en train de dire que l'intelligence artificielle générale ne sera finalement pas pour demain. Et les pionniers de l'IA sont tous en train de dire que la loi de passage à l'échelle ne suffit plus et qu'il faut retourner dans les laboratoires. C'est notamment le cas d'Ilya Sutskever, de Yann LeCun et d'un certain Richard Sutton. Le même auquel tout le monde se réfère pour justifier que la loi de passage à l'échelle est la solution à tous les problèmes. Il a dit récemment dans une interview qu'il fallait arrêter de citer sans arrêt son article de blog sur le sujet, que c'était un constat sur une période donnée de la recherche en IA, et que ça n'a pas vocation à être vrai pour les 70 prochaines années. C'est donc assez intéressant de voir qu'un grand nombre d'entrepreneurs et de scientifiques sont actuellement en train de chercher à appliquer la loi de passage à l'échelle pour la robotique, alors que l'on commence déjà à voir les limites de ce principe dans le domaine de l'intelligence artificielle pure. Pour créer des machines qui pourront être vraiment efficaces, ces entreprises risquent, tôt ou tard, de devoir avoir recours à d'autres approches.
lorsqu'un scientifique prend une position sur un sujet, il faut toujours se demander si son discours s'appuie sur la solidité de la méthode scientifique. Lorsque je vous dis que la loi de passage à l'échelle a permis de résoudre beaucoup de problèmes en intelligence artificielle, c'est un fait scientifique. Il y a des publications et des résultats tangibles que l'on peut constater, que vous pouvez constater par vous-même. Mais si je vous disais quelque chose comme « la loi de passage à l'échelle ne marchera plus jamais », ce serait une opinion. Et mon avis vaudrait à peine plus que n'importe quel non-expert. En tant qu'expert, on a une intuition qui peut être plus juste, plus pertinente que quelqu'un qui n'a pas passé autant de temps sur ce sujet, mais ça reste un avis, qui n'a pas du tout valeur de preuve scientifique. Quand Geoffrey Hinton, l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, disait dans les années 2016 qu'il n'y aurait plus de radiologues d'ici 5 ou 6 ans, c'était évidemment une opinion. Elle pouvait être nourrie de la connaissance qu'il avait développée sur l'IA, connaissance bien réelle, qui a été récompensée par un prix Turing, mais ça ne donne pas à tous ces propos valeur de preuve ou de vérité absolue. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'il y avait toujours des radiologues en 2021 et que c'est toujours le cas aujourd'hui. Bref, on peut avoir l'équivalent du prix Nobel sur un sujet et se tromper parfois. Bon, ça arrive. Cela dit, en tant que scientifique, on doit absolument avoir conscience du fait que l'on accorde à notre parole beaucoup de crédit lorsque l'on se positionne sur un sujet dont on a l'expertise, et que ce crédit nous oblige. Il nous contraint à beaucoup de précautions et d'humilité avant d'affirmer quelque chose. Mais en tant que société, il ne faut pas oublier que les scientifiques sont des êtres humains comme les autres, que parfois on a mal aux pieds, et qu'il nous arrive de nous avancer sur des sujets sur lesquels on devrait prendre plus de précautions. Et que ce n'est pas la peine de lancer des cailloux sur tous les scientifiques qui ont pu se tromper une fois dans leur vie. Bref, la prospective est un exercice difficile, surtout lorsque ça concerne l'avenir. Que l'on ait un doctorat ou un prix Nobel n'y change pas grand-chose. La dernière idée de cette vidéo est peut-être la plus importante sur le sujet. Aujourd'hui, les scientifiques font face à une contradiction. Lorsque l'on teste des modèles d'intelligence artificielle sur des problèmes bien définis, sur des grilles d'évaluation que l'on pourrait comparer à des examens à l'école, ces programmes obtiennent des performances exceptionnelles. Sur ces problèmes, la machine égale très souvent l'humain et même le dépasse. Et pourtant, ça commence à faire plusieurs années que l'on dispose de modèles aussi puissants. Des modèles dont les performances nous laisseraient entendre qu'elles allaient provoquer de grandes vagues de remplacement d'emplois, par exemple, puisque l'on a des programmes si intelligents, tellement plus intelligents que beaucoup d'êtres humains. Alors, on devrait voir très rapidement des changements radicaux dans le fonctionnement de la société. Mais lorsque l'on essaye d'appliquer ces modèles d'intelligence artificielle à des cas concrets, leurs performances ne sont pas du tout aussi spectaculaires. Sur des tâches d'écriture, par exemple, les petites erreurs ou maladresses de rédaction que peuvent faire ces modèles obligent des êtres humains à passer derrière, ce qui finalement ne permet pas une forte automatisation. Les tâches de l'humain ont simplement évolué en synergie avec la machine. Un des cas les plus éloquents, ce sont les assistants de programmation. Programmer, c'est difficile et ça prend du temps. Et lorsque l'on utilise pour la première fois des assistants IA pour la programmation, on est bluffé par la vitesse à laquelle ces programmes peuvent résoudre des problèmes. Quand on essaye, on finit par s'appuyer très largement sur eux, presque trop. On s'est aperçu que, très régulièrement, ces programmes pouvaient insérer des erreurs grossières qu'une personne débutante ne ferait jamais. Ou bien ces programmes peuvent, en tentant de résoudre une erreur, en insérer une autre, puis une autre, puis une autre, si bien que l'on tombe dans une boucle d'erreurs sans fin. Alors que si on s'était penché sur le problème sans s'appuyer sur le programme d'intelligence artificielle, on l'aurait résolu en quelques instants. De plus en plus d'études s'aperçoivent que l'utilisation d'intelligence artificielle ne fait pas gagner en productivité autant que ce que l'on pensait. Sur certaines tâches, ça peut être très efficace et provoquer de profonds changements. Mais de là à dire que tous les emplois vont être remplacés par des machines, on en est très, très loin. Voilà des exemples qui montrent que même si l'on a des résultats théoriques, le déploiement en pratique est beaucoup plus compliqué. Il suffit d'un tout petit pourcentage d'erreurs pour qu'une application de l'IA ne soit pas possible aujourd'hui. Et si l'on parle de robotique, donc d'intelligence artificielle qui interagit avec le monde physique, les problèmes de déploiement peuvent être très nombreux. Comment faire pour s'assurer qu'un robot ne va pas blesser quelqu'un, ne va pas tomber dans un comportement incontrôlable, va respecter les lois d'un pays? Les problèmes liés au déploiement sont très nombreux, surtout lorsque l'on parle d'environnement ouvert.
Ce constat ne veut pas dire que demain il n'y aura pas de robots qui pourront apporter beaucoup à la société, ou que la robotique ne sera jamais efficace. Pas du tout. En revanche, considérer que l'on est très proche d'un scénario où les robots vont remplacer les humains dans toutes les tâches, ce qui est un discours que l'on peut entendre dans la bouche de beaucoup de scientifiques, ce discours est au mieux exagéré, au pire complètement à côté de la plaque. Dans cette vidéo, on a vu pourquoi les scientifiques peuvent penser que la machine va remplacer l'humain, ou peuvent avoir des raisons extérieures de le dire, même si ça dépasse un peu leur pensée. Et on a vu également qu'il y a des raisons très concrètes de prendre du recul sur les discours sensationnels, qui disent que demain l'humain sera désuet, caduc, remplacé par des armées de programmes informatiques ou de robots. Je voudrais terminer par un point qui ne concerne pas que l'intelligence artificielle et la robotique. Nous, êtres humains, sommes attirés par les sensations fortes. C'est ce qui capte notre attention. C'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux mettent en avant les contenus qui sont sensationnels. Il y a plein de scientifiques qui ont un discours beaucoup plus mesuré sur les questions d'IA, de robotique et les questions de remplacement. Ces voix existent. Elles ne sont juste pas mises en avant. Un grand nom qui va dire que l'on a 3 ans avant de se faire tous remplacer par des machines, voilà une vidéo qui va faire des vues, même si c'est une affirmation un peu bancale. C'est donc à nous aussi de prendre du recul sur ce que l'on voit et l'on entend. Et ne pas forcément cliquer sur les vidéos avec des titres en majuscules et des grosses flèches rouges. C'est sans doute le meilleur moyen de savoir où l'on en est vraiment dans le domaine, ce que l'on peut en attendre, quels sont les risques et les opportunités, et donc quel avis peut-on en avoir, même si l'on n'est pas expert, quels problèmes souhaite-t-on résoudre avec ces dispositifs, et comment préparer au mieux notre avenir dans un futur où l'humain dispose de cette technologie. Et puis si vous avez des proches qui sont persuadés que la robotique est allée vraiment beaucoup trop vite, qu'on est à ça du remplacement global, et qui vous envoient des tas de vidéos générées par IA sur le sujet, peut-être serait-il bon de lui renvoyer celle-ci.